Certaines vérités ne sont pas faites pour circuler librement, non pas parce qu'elles sont honteuses ou dangereuses, mais parce que leur force repose précisément dans le fait qu'elles restent à l'intérieur. Ce que tu offres trop vite, ce que tu déposes sans prudence, ce que tu confies à des oreilles mal préparées, finit toujours par perdre sa substance. Les traditions les plus anciennes l'avaient compris bien avant nous. La parole est un acte qui transforme. Et tout ce qui se transforme trop tôt, avant d'être mûr, se brise. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 14 choses que tu dois garder pour toi si tu veux préserver ton élan intérieur, ton mystère naturel et la clarté de ta direction. Ce n'est pas un appel à la fermeture ou à la méfiance. C'est une invitation à devenir souverain de ce que tu émets dans le monde. Écris en commentaire « Je choisis le silence comme fondation ». Abonne-toi. Reste jusqu'au bout. Ce qui t'attend en fin de vidéo vaut le chemin. UN peu d'histoire. Avant de commencer dans les grandes civilisations du passé, la parole n'était jamais banale. Les anciens Égyptiens considéraient chaque mot comme un acte de création. Les philosophes grecs apprenaient à leurs élèves l'art de retenir avant de parler. Les traditions orientales faisaient du silence une pratique spirituelle aussi importante que la méditation ou le jeûne. Même dans les écoles de sagesse africaines, on enseignait que la bouche de celui qui parle trop finit par se retourner contre lui. Puis le monde moderne est arrivé avec son obsession de la transparence. Être authentique est devenu synonyme de tout montrer. Se confier est devenu une vertu, et l'intimité profonde de l'être a progressivement été sacrifiée sur l'autel de la visibilité. Mais les psychologues les plus profonds du XXe siècle ont bien observé quelque chose d'inquiétant dans ce mouvement. Quand un être humain extériorise tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il planifie, il ne se libère pas. Il se vide. Il perd le rapport à ses propres profondeurs. Il commence à se définir par le regard des autres plutôt que par sa propre expérience intérieure. Savoir ce qu'il convient de taire, c'est retrouver un art oublié, celui de la retenue consciente. Ce bouclier invisible qui protège ce que tu es de ce que le monde voudrait faire de toi. Voici maintenant les 7 premières choses que tu ne dois jamais révéler à personne. Première partie. Les 7 principes. Fondamentaux principe 1. Tes blessures qui saignent encore. Toute douleur qui n'a pas encore été traversée est un territoire fragile. Ce que tu portes encore comme une brûlure sous la peau, ce qui te réveille la nuit, ce qui te revient sans prévenir quand tu entends un certain mot ou une certaine mélodie, ces zones-là ne doivent pas être exposées avant d'avoir été comprises. Quand tu parles trop tôt de ta souffrance, elle cesse d'être une expérience intérieure vivante pour devenir un objet social. Elle est soumise aux commentaires, aux comparaisons, aux analyses des autres. Et la plupart du temps, les autres n'ont pas les outils pour accueillir ce que tu vis. Ils n'ont ni la distance nécessaire, ni la profondeur pour écouter sans projeter leur propre vécu sur le tien. Ce qui n'a pas encore été intégré ne supporte pas la lumière extérieure. Il lui faut d'abord l'obscurité douce de ta propre conscience. Tant que tu portes une blessure dans l'espace public, avant qu'elle ne soit devenue compréhension, tu lui demandes de jouer un rôle qu'elle n'est pas encore capable de tenir. Tu l'attaches à ton identité sociale comme si elle était permanente, alors qu'elle n'est qu'une étape. Le silence autour de ta douleur n'est pas de la répression, c'est une forme de respect. Tu lui accordes le temps de se transformer sans la soumettre au tribunal du regard extérieur. Et quand elle sera devenue sagesse, quand elle sera passée de brûlure à connaissance, tu n'auras même plus besoin de l'expliquer. Ta manière d'être dans le monde le dira à ta place. La plupart des gens cherchent à te consoler avec leur logique. Mais ce qu'une blessure profonde réclame, ce n'est pas une explication. C'est une traversée. Et cette traversée se fait seule, dans l'espace silencieux de ta propre intériorité. Ce que tu portes dans ce silence se transmute lentement. Ce que tu livres trop vite reste figé, étiqueté, enfermé dans les mots que d'autres ont utilisés pour le définir. Principe 2. La direction exacte de tes projets en cours de naissance, une idée qui vient de naître, ressemble à une flamme dans le vent. Elle existe, elle est réelle, mais elle est infiniment fragile. Le moindre souffle extérieur peut l'éteindre avant même qu'elle ait eu le temps de prendre racine. Parler trop tôt de ce que tu construis, c'est exposer cette flamme au courant d'air des jugements, des doutes et des attentes des autres. Même quand ces autres t'aiment, même quand ils te soutiennent sincèrement, leur présence modifie quelque chose dans ton rapport à ce que tu crées. Tu passes de la création pure à la performance.
Tu commences à produire non plus depuis ta vérité intérieure, mais depuis l'image que tu veux donner. Il existe un phénomène psychologique bien documenté. Annoncer un projet donne au cerveau une satisfaction similaire à celle qu'il obtiendrait en accomplissant réellement ce projet. Ce faux sentiment d'avancement vide l'énergie qui aurait dû être investie dans l'action réelle. Tu parles, tu te sens vu, tu te sens accompagné et tu n'agis plus. Les bâtisseurs silencieux, ceux qui travaillent dans l'ombre, qui avancent sans annoncer, qui montrent les résultats plutôt que les intentions, ont toujours eu une longueur d'avance sur ceux qui bavardent de leurs ambitions. Ils ont compris que l'énergie créative est une ressource limitée et que chaque parole prématurée en consomme une part qui manquera au moment de l'exécution. Garde ton projet dans son cocon. Laisse-le grandir à l'abri. Le monde verra le fruit quand l'arbre sera assez fort pour le porter. Avant cela, protège les racines. Principe 3. Tes actes de générosité accomplis dans l'ombril existe une forme de bien que la lumière publique défigure toujours. Lorsque tu poses un geste généreux sans en parler, ce geste te nourrit de l'intérieur d'une manière que personne d'autre ne peut te donner. Il active en toi quelque chose de profond, quelque chose qui ressemble à une réconciliation avec ta propre valeur, indépendamment de tout regard extérieur. Mais dès que tu racontes ce que tu as fait, quelque chose se déplace. L'acte quitte le domaine de l'intériorité pour entrer dans celui de la représentation sociale. Il devient un récit, soumis à l'interprétation, à la validation, à la comparaison. Et dans ce déplacement, son pouvoir se dilue. Ce n'est pas un jugement moral. Ce n'est pas une accusation. C'est simplement une observation sur la manière dont l'énergie fonctionne. Ce que tu fais sans témoin te transforme profondément. Ce que tu fais pour être vu te maintient à la surface. Les traditions spirituelles les plus diverses dans le monde s'accordent sur ce point avec une cohérence troublante. L'aumône anonyme, le geste invisible, la bonté qui ne cherche pas à être reconnue. Ces actes-là portent une puissance que les actes visibles ne peuvent jamais égaler. Si tu veux vraiment faire le bien, fais-le. Puis oublie de l'avoir fait. Ce que ton âme accomplit dans l'ombre façonne lentement la lumière de ton regard. Et personne n'a besoin de savoir pourquoi tu brilles. Il suffit que tu brilles. Principe 4. Les tensions à l'intérieur de ton cercle familial, ceux qui se jouent dans l'espace intime de ta famille, est l'une des matières les plus complexes, les plus chargées et les plus mal comprises de l'existence humaine. Les liens familiaux portent des couches de sens que l'extérieur ne peut pas déchiffrer. Ce que tu vis avec tes parents, ton partenaire, tes frères ou sœurs, est le produit d'une histoire longue, profonde, souvent non consciente. Quand tu exposes ces tensions à quelqu'un de l'extérieur, avant de les avoir traversées toi-même, tu lui demandes de juger un tableau dont il ne voit qu'un fragment. Et il va juger. Même avec la meilleure volonté du monde, il va interpréter ce que tu lui dis à travers le filtre de sa propre expérience familiale, de ses propres blessures, de ses propres schémas. Tu récolteras des avis tranchés sur des situations qui méritent de la nuance. Tu entendras des verdicts sur des personnes que l'autre ne connaît pas vraiment. Et peu à peu, tu commenceras toi-même à croire à ces verdicts. Tu figeras dans le langage social des dynamiques qui auraient pu évoluer si tu leur avais laissé l'espace pour le faire. Les conflits familiaux ont leur propre rythme de résolution. Ils demandent du temps, de l'introspection, parfois du travail avec un professionnel. Mais ce travail doit se faire dans l'axe vertical, vers le bas, vers la racine, et non dans l'axe horizontal, en cherchant la validation des pairs. Il y a des violences qu'il faut bien sûr nommer et dont il faut se protéger. Mais pour le reste, les incompréhensions, les rancœurs, les déceptions familiales quotidiennes, la discrétion est souvent plus sage que la confidence. Principe 5. Tes visions intérieures et tes intuitions profondes. Certaines expériences intérieures n'ont pas de langage. Elles se produisent dans un espace que les mots ne peuvent pas traverser sans les abîmer. Un rêve qui t'a profondément touché. Une intuition soudaine qui a tout changé dans ta manière de voir les choses. Un moment de silence au cours duquel tu as compris quelque chose d'essentiel sans pouvoir dire exactement quoi. Ces expériences appartiennent à un registre différent de celui de la communication ordinaire. Elles parlent une langue qui n'est pas sociale. Et quand tu essaies de les traduire dans la langue sociale pour les partager avec quelqu'un, quelque chose se perd toujours dans la traduction. L'autre les reçoit à travers son propre filtre. Il les analyse avec sa propre grille de lecture, et s'ils ne partagent pas le même terrain intérieur que toi, il les réduira à des catégories qui leur feront violence.
Il dira « c'est intéressant » ou « je comprends ce que tu veux dire », mais il ne comprendra pas vraiment. Et toi, en percevant que tu n'as pas été compris, tu perdras confiance dans ce que tu avais reçu. Les intuitions profondes sont comme des signaux faibles. Ils sont précieux précisément parce qu'ils sont discrets. Dès que tu les amplifies en les verbalisant, tu risques de les déformer. La meilleure chose que tu puisses faire avec une vision intérieure, c'est de l'écouter, de la nourrir, de la laisser prendre forme dans le silence. Ce qu'elle veut dire finira par devenir évident. Et à ce moment-là, si elle doit être partagée, tu sauras comment le faire. Tant qu'une intuition n'a pas encore été vécue, ne la livre pas au jugement du monde. Principe 6. Les zones d'ombre de ta psyché que tu n'as pas encore traversées. Chaque être humain porte en lui des zones d'ombre. Des pensées qui surgissent sans avoir été invitées. Des pulsions contradictoires avec l'image que tu te fais de toi-même. Des angoisses primitives qui semblent n'appartenir à aucune situation logique. Ce sont des contenus psychiques profonds, issus de couches de l'être que la conscience ordinaire n'atteint pas. Ces zones-là ne sont pas des défauts. Elles sont des signaux. Elles indiquent des directions que ton développement personnel n'a pas encore explorées. Elles portent une énergie brute qui, si elle est bien orientée, peut devenir une force considérable. Mais si tu exposes prématurément ces contenus à quelqu'un qui n'a pas la capacité de les accueillir avec justesse, tu t'exposes à des conséquences durables. L'autre les utilisera comme une grille pour t'interpréter, et souvent pour te réduire. Tu deviendras celui qui a avoué avoir telles ou telles pensées. Et cette étiquette collera même quand tu auras évolué. Plus fondamentalement encore, exposer ton ombre avant de l'avoir transformée, c'est lui donner une forme sociale prématurée. Tu le fixes. Tu lui donnes une existence extérieure, avant qu'elle ait eu le temps de se métamorphoser à l'intérieur. Or, c'est précisément dans le silence de la conscience que cette métamorphose peut avoir lieu. Accueille tes zones d'ombre. Regarde-les en face. Apprends à coexister avec ce que tu ne comprends pas encore de toi-même. Mais fais ce travail à l'intérieur. Le monde ne pardonne pas les zones d'ombre qu'on lui offre trop crûment. Principe 7. Les vérités que tu as comprises et que le monde refuse encore d'entendre. Il y a des prises de conscience qui arrivent avant leur heure. Tu as traversé quelque chose, une rupture, une perte, une période de solitude intense, une maladie. Et de l'autre côté, tu as compris quelque chose que tu n'avais pas demandé à comprendre. Une vérité sur la nature humaine, sur l'ego, sur la mort, sur la manière dont les gens se racontent des histoires pour survivre. Ces compréhensions sont précieuses. Elles sont le fruit d'une expérience que rien n'aurait pu t'enseigner autrement. Mais elles ont aussi une particularité. Elles ne peuvent être reçues que par quelqu'un qui a lui-même traversé quelque chose d'équivalent. Pour tous les autres, elles sembleront soit prétentieuses, soit naïves, soit simplement hors sujet. Si tu parles trop tôt de ce que tu as compris, tu seras incompris. Non pas parce que tu as tort, mais parce que le sol n'est pas encore prêt à recevoir cette graine. Et l'incompréhension répétée finit par éteindre quelque chose en toi. Tu commences à douter de ce que tu sais. Tu te demandes si tu n'as pas rêvé. Et tu perds le bénéfice de ta propre expérience. La solution n'est pas de taire indéfiniment ce que tu as compris. C'est d'attendre que ta compréhension soit suffisamment incarnée pour ne plus avoir besoin d'être argumentée. Quand tu auras intégré une vérité profonde dans ta manière d'être, dans ton regard, dans ton énergie, dans la façon dont tu traverses les difficultés, les autres la ressentiront sans que tu aies besoin de l'expliquer. Les grandes vérités ne se transmettent pas par les mots. Elles se transmettent par contagion de présence. Il existe ensuite un deuxième niveau de vérité à préserver. Celles-ci sont plus subtiles. Elles semblent anodines, presque naturelles à partager. Mais chaque fois que tu les laisses s'échapper, quelque chose en toi se déséquilibre. Vérité silencieuse 1. Ton besoin profond d'être reconnu, tu penses parfois que tu veux simplement être compris. Mais ce que tu ressens au fond est plus précis. Tu veux être vu. Tu veux que quelqu'un confirme que tu existes vraiment, que tu as de la valeur, que ta présence compte dans le monde. Ce besoin est humain, il est universel. Mais le problème n'est pas dans le besoin lui-même, il est dans le fait de l'exposer. Quand tu dis à quelqu'un que tu as besoin d'être reconnu, tu lui cèdes automatiquement un pouvoir sur toi. Tu lui signifies que son regard peut te construire ou te démolir. Et certaines personnes, pas toujours consciemment, vont utiliser ce pouvoir. Ils vont te donner cette reconnaissance, puis la retirer. Ils vont te valider aujourd'hui et te négliger demain. Et toi, tu resteras dans cette orbite,
en attente perpétuelle d'un regard qui confirme que tu es assez. Le seul chemin hors de ce cycle, c'est de garder ce besoin silencieux et de l'observer à l'intérieur. Pas pour le nier, pas pour faire semblant qu'il n'existe pas, mais pour commencer à comprendre d'où il vient. Il vient toujours d'un manque plus ancien, d'une époque où quelqu'un d'important ne t'a pas vu comme tu méritais d'être vu. Et tant que tu cherches à combler ce manque à l'extérieur, il reste ouvert. C'est seulement quand tu commences à te regarder toi-même avec cet œil bienveillant que le besoin commence à se transformer. Vérité silencieuse. Tes ambitions les plus profondes de puissance et d'influence, il y a en toi une force qui veut s'élever, une envie de laisser une marque, d'occuper une place importante, de changer quelque chose dans le monde autour de toi. Cette énergie n'a rien de honteux. Elle est motrice. Elle est archétypale, mais elle est aussi dangereuse si elle est exposée avant d'être maîtrisée. Dès que tu parles de ton ambition profonde, tu invites le monde à la tester. Ceux qui ont les mêmes ambitions que toi vont se positionner comme des rivaux. Ceux qui ont renoncé aux leurs vont tenter de te convaincre de faire de même. Et ceux qui ont peur de ta montée vont, souvent sans même en avoir conscience, travailler à t'en empêcher. L'ambition est un feu. Elle se nourrit d'oxygène silencieux, pas de lumière publique. Plus tu l'exposes tôt, plus elle consomme son énergie en représentation plutôt qu'en action. Tu construis une image de celui qui va réussir plutôt que de construire la chose elle-même. Les personnes qui ont réellement changé quelque chose dans le monde n'ont généralement pas annoncé ce qu'elles allaient faire. Elles l'ont fait. Et quand les résultats ont parlé d'eux-mêmes, les mots sont devenus inutiles. Avance dans le silence. Laisse tes actes être ton seul communiqué de presse. Vérité silencieuse. 3. Les désirs que tu n'as pas encore décodés, il surgit parfois en toi des envies que tu ne comprends pas, des impulsions qui t'étonnent toi-même, des élans vers quelque chose ou quelqu'un qui semble contradictoire avec ce que tu crois être ou ce que tu veux devenir. Ces désirs déroutants sont des messagers. Ils portent une information sur toi que tu n'as pas encore su lire. Le problème, c'est que quand tu les partages avant de les avoir décodés, tu les livres dans leur état brut. Et les autres, qui ne peuvent pas lire ce message à ta place, vont le traduire selon leur propre dictionnaire. Ils vont te donner une interprétation qui dit plus de choses sur eux que sur toi. Et si tu t'y accroches, parce que tu as besoin d'une réponse, parce que l'incertitude est inconfortable, tu vas te laisser enfermer dans une explication qui ne te convient pas. Garde pour toi ce que tu n'as pas encore compris. Les désirs obscurs ne deviennent des clés que si tu leur accordes le silence nécessaire pour révéler ce qu'ils cherchent à te dire. Observe-les, laisse-les évoluer, et tu découvriras que ce qui te semblait confus était en réalité la tentative de ton inconscient d'attirer ton attention sur quelque chose d'essentiel. Technique 4. Le rituel de recentrage du matin avant. Que le monde ne commence à tirer sur toi dans tous les sens, il y a une fenêtre étroite chaque matin pendant laquelle tu peux choisir ton axe intérieur. Cette fenêtre se ferme très vite si tu la laisses passer. La plupart des gens la laissent passer. Ils se lèvent et se plongent immédiatement dans les notifications, les obligations, les sollicitations. Ils entrent dans leur journée comme on entre dans une foule, emportés par le mouvement général, sans cap propre. Le rituel de recentrage du matin te permet d'entrer dans ta journée comme un marin entre en mer avec ses cartes. Tu sais où tu vas, tu sais qui tu es. Tu as posé ton intention avant que le monde n'ait eu la chance de la polluer. Quelques minutes suffisent. Assieds-toi avant de faire quoi que ce soit d'autre. Respire, écoute ce qui monte. Pose-toi une question. De quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Et ancre-toi dans une intention claire que tu murmures intérieurement avant de commencer. Ce petit rituel crée une armure invisible que tu porteras toute la journée sans même y penser. Technique 5. L'art. De la réponse sans exposition, on te pose des questions tous les jours sur ce que tu ressens, sur ce que tu prépares, sur ce que tu penses de telle situation ou de telle personne. Et souvent, par réflexe de sincérité, tu réponds au-delà de ce qui était nécessaire. Il est possible d'être authentique sans être transparent. Il est possible de dire la vérité sans tout révéler. La clé, c'est d'apprendre à répondre depuis le niveau juste. Comment tu vas? Peut recevoir une réponse vraie et simple qui ne t'expose pas. Je suis dans une bonne période de travail, merci, est une vérité. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est simplement pas l'intégralité de ce qui se passe en toi. Et l'intégralité n'était ni demandée ni nécessaire.
Entraîne-toi à calibrer tes réponses, à donner assez pour créer du lien, mais pas assez pour te vider. C'est un art. Il demande de la pratique. Mais ceux qui le maîtrisent sont impossibles à manipuler. Parce que personne n'a jamais la totalité de l'image. Technique 6. Le jeûne de parole passe. Occasionnellement une demi-journée, ou une journée entière si tu en es capable, sans parler de manière non nécessaire. Tu peux répondre à ce qui est indispensable, mais tu renonces à l'expression spontanée, au bavardage de confort, aux commentaires automatiques. Ce silence prolongé est inconfortable au début, et c'est précisément dans cet inconfort que quelque chose d'utile apparaît. Tu commences à voir tous les endroits où tu parles pour ne pas sentir, tous les moments où tu remplis le vide avec des sons parce que le vide te fait peur. Et puis, quelques heures après le début du jeûne, quelque chose se stabilise. Un calme intérieur se pose, un espace se crée, et tu découvres que tu peux exister pleinement, sans te manifester en permanence. Régulièrement pratiqué, ce jeûne de parole nettoie quelque chose dans ta voix intérieure. Il la rend plus précise, plus tranchante, plus juste. Et quand tu reprends la parole, chaque mot que tu prononces porte davantage de poids, parce que tu n'en prononces plus autant. Technique 7. L'espace sacré pour déposer l'indicible, il existe des réalités intérieures trop vastes pour tenir dans des mots, des intuitions métaphysiques, des ressentis profonds, des douleurs sans nom, des joies que les mots rendraient plus petites en les enfermant. Ces réalités ont besoin d'un espace, pas une conversation, un espace. Crée dans ta maison un endroit minuscule qui t'appartient entièrement. Un coin avec un objet qui te parle, une pierre, une bougie, quelque chose de simple mais chargé de sens pour toi. Et quand quelque chose en toi est trop grand pour être dit, va là-bas, assieds-toi, respire, pose la main sur cet objet si tu le souhaites, et transmets en silence ce que ton cœur ne peut confier à personne. Tu ne parles pas, tu déposes, tu laisses circuler. Cet acte n'est pas magique au sens littéral du terme, mais il est psychologiquement puissant. Il donne un contenant physique à ce qui débordait intérieurement. Il évite que l'indicible ne cherche des sorties par des voies qui te coûtent, et il te reconnecte à une dimension de toi-même que le monde moderne a presque entièrement oubliée. La capacité de communiquer avec ta propre profondeur, sans intermédiaire. Conclusion. Le monde dans lequel nous vivons a confondu deux choses qui ne sont pas la même, la transparence et l'authenticité. Il t'a enseigné que pour être vrai, tu devais tout montrer, que pour être libre, tu ne devais rien retenir, que pour être aimé, tu devais te livrer entièrement. Mais l'authenticité profonde ne réclame pas la nudité totale. Elle réclame l'accord entre ce que tu es et ce que tu montres. Et surtout, le discernement de savoir ce qui mérite d'être montré et ce qui mérite d'être gardé. Ce que tu retiens consciemment n'est pas un mensonge, c'est une protection. C'est une reconnaissance que tout ce qui est réel n'a pas besoin de témoins pour être réel. Ta douleur existe, même si tu ne la racontes pas. Ton projet grandit, même si tu ne l'annonces pas. Ta générosité te nourrit même si personne ne la voit. Tes intuitions te guident, même si tu ne les théorises pas pour les autres.